Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à la mairie de Schœlcher pour cette deuxième semaine de l'inauguration de l'Observatoire de la parentalité. Euh, long travail, monsieur le directeur. Et encore une fois, félicitations pour la variété et la qualité de l'ensemble des prestations et des interventions que nous avons pu suivre la semaine dernière, qui se poursuivent cette première moitié de semaine. Vous nous en direz peut-être deux mots juste après. La mairie de Schœlcher, comme d'autres communes, ont été sollicitées dans la mesure où elle gère la parentalité, évidemment, comme toutes les communes le font et depuis longtemps, et également dans ce souci qu'avait l'équipe de l'Observatoire de diffuser partout cette question et les questions que la parentalité pose aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et comment mieux le faire, par exemple, qu'en associant les communes qui sont des partenaires incontournables et historiques de cette question. Donc ce matin, nous aurons l'intervention de Madame Barret, qui est qui gère la bibliothèque universitaire de l'UA Pôle Martinique, avec des compléments sous forme de ressources des professeurs Pourtois et Richer. Et ensuite, c'est pour ça que nous démarrons relativement vite, puisqu'à 10h30, nous aurons en visioconférence le professeur Cyrulnik sur la question nouvelle famille, nouveaux enfants. Et ce sera le programme de la matinée. Juste avant de laisser Madame Barret intervenir, deux mots, monsieur le directeur. Oui, merci, monsieur l'adjoint. En fait, merci de votre accueil et de votre soutien euh, très intéressant à cette initiative de création d'un observatoire de la parentalité en Martinique. Effectivement, si nous revenons à Schœlcher, puisque jeudi dernier, nous y étions déjà, et aujourd'hui, le programme est consacré effectivement, dans un premier temps, à la présentation de l'outil de documentation, de formation, d'animation. Bon. Quand on a fait une première enquête auprès des acteurs de la parentalité en Martinique, les résultats de cette enquête ont montré que 85% d'entre eux souhaitaient pouvoir bénéficier de formations et de webinaires, que 77% souhaitent développer des partenariats et travailler en réseau, et que 69% souhaitent obtenir de la documentation. Voilà, on y est, on a essayé de tenir compte de ça, c'est pourquoi aujourd'hui on présente ces outils-là, et sans plus tarder, après vous avoir tous et toutes remercié de votre présence, et je vois certaines têtes qui étaient déjà passées la semaine dernière, donc je passe la parole à Madame Barret. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Sélénis, merci beaucoup à la mairie de Schœlcher de m'accueillir ici. Je suis très heureuse de vous présenter la bibliothèque universitaire du campus de Schœlcher, qui est située, comme vous le disiez à l'instant, sur le pôle Martinique. Nous avons été sollicités par Monsieur Sélénis pour savoir s'il était possible à terme d'organiser un partenariat avec l'Observatoire pour permettre l'accès aux acteurs des sujets qui touchent à la parentalité, à une documentation et éventuellement mettre en place des actions de formation. Ce que j'ai prévu aujourd'hui est une présentation très générale de ce qu'est le service commun de la documentation de l'Université des Antilles. L'idée étant, puisque nous sommes plutôt dans une phase encore d'étude d'une possibilité de partenariat avec l'Observatoire, d'échanger avec vous et de voir quels seraient les sujets et de préciser les premières recherches que nous avons pu faire dans nos collections pour nourrir cette convention et ce partenariat qui, j'espère, pourra se concrétiser à l'avenir. Nous pouvons lancer le PowerPoint. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce que je vous présente, c'est une très rapide et très générale présentation des bibliothèques et des ressources documentaires de l'Université des Antilles. Donc, je suis Elidia Barret et je suis responsable de la bibliothèque universitaire du campus de Schœlcher, qui est donc toute voisine. Alors, le service commun de la documentation de l'Université des Antilles, c'est un réseau de 7 bibliothèques établies sur 2 pôles.
le pôle Guadeloupe et le pôle Martinique. J'insisterai particulièrement sur les 3 bibliothèques qui se trouvent en Martinique. Donc la bibliothèque du campus universitaire de Schœlcher, dont vous avez ici une photographie, la bibliothèque universitaire du campus de Fort-de-France, qui réunit les collections qui servent à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE, et dont je fais mention ici parce que les collections sont particulièrement susceptibles de vous intéresser. Et puis la bibliothèque hospitalo-universitaire, la BHU, pardon pour la coquille sur la slide. Le service commun de la documentation de l'Université des Antilles, c'est une 60aine de personnes qui se trouvent à votre disposition sur ces 2 pôles. Et les collections, donc là les chiffres que je vous donne valent pour l'ensemble des bibliothèques du réseau. Ce sont 300 000 exemplaires de monographies imprimées, 130 000 e-books, donc 130 000 livres numériques accessibles en ligne, 1600 titres de revues dans 160 vivants qui se trouvent couvrir l'ensemble des disciplines enseignées à l'Université des Antilles. Alors, quelques mots également des services, puisque c'est ce qui va vous intéresser au-delà des collections. À la bibliothèque universitaire du campus de Schœlcher, comme dans l'ensemble des bibliothèques de l'Université des Antilles, vous pouvez naturellement venir consulter sur place tous nos documents. Vous pouvez également emprunter des ouvrages, et ces ouvrages, vous pouvez les emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau et les restituer dans toutes les bibliothèques du réseau, puisque nous avons désormais en place un système de navettes. Vous pouvez également, pour compléter cette documentation qui est disponible sur place, faire venir des ouvrages qui proviennent d'autres bibliothèques françaises. Vous avez la possibilité dans toutes les bibliothèques de l'Université des Antilles d'imprimer, de photocopier, de scanner. Vous avez également des postes informatiques à votre disposition. Et évidemment, toute l'équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans vos études et vos recherches et cibler ce qui répond le mieux à vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des suggestions d'achat. Donc, si nos collections ne correspondaient pas exactement à ce que vous souhaitez, si vous cherchez un titre que vous ne trouvez pas, nous pouvons, si vous nous en faites la demande et si votre demande correspond à notre politique documentaire également, passer commande et faire l'acquisition pour vous d'ouvrages qui vous intéresseraient. Je vous ai mis les services de base, mais qui sont, je pense, ceux qui sont le plus à même de vous intéresser. Alors, suite à la démarche de M. Sélénis, nous avons fait quelques recherches ciblées dans notre catalogue autour de thématiques que j'avais identifiées et qui pouvaient correspondre aux besoins de l'Observatoire de la parentalité. J'ai adressé ces premières listes à M. Sélénis et dans l'idée de voir si effectivement elles pouvaient correspondre aux besoins spécifiques qui sont les vôtres. Je pense qu'il faut désormais affiner et dans la perspective éventuelle d'une convention, déterminer davantage quels sont les secteurs qui vous intéressent. Et j'espère que cette première présentation sera l'occasion d'échanger avec vous et de mieux comprendre quels sont vos centres d'intérêt pour pouvoir affiner ces recherches. La suite, si elle vient à se concrétiser avec l'Observatoire de la parentalité, serait d'établir une convention qui donnerait accès donc à toutes les ressources et à tous les services que j'ai mentionnés précédemment, sur la base de la déclaration d'un certain nombre de personnes intéressées chaque année et d'un tarif conventionné et négocié. En effet, la bibliothèque universitaire n'est pas accessible seulement aux étudiants et à la communauté des enseignants-chercheurs, même si, évidemment, c'est le public naturel de la bibliothèque. Elle est accessible à des lecteurs extérieurs, donc toute personne qui souhaite venir consulter nos ressources peut le faire. Actuellement, pour des particuliers, le tarif est de 44 € à l'année, mais évidemment, dans le cadre de la convention avec l'Observatoire, ce tarif-là serait revu et adapté. Voilà pour cette présentation extrêmement générale, comme je vous l'ai annoncé en début de ce propos, de nos ressources et de la bibliothèque. Même maintenant, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, Monsieur Sélénis, avoir un temps d'échange avec vous pour que vous m'exprimiez, vous m'indiquiez quels sont vos besoins en matière de documentation.
J'ajouterai, avant de terminer, que la bibliothèque est évidemment à la disposition de l'Observatoire pour organiser des sessions de formation. Nous avons un programme d'action culturelle visant à faire connaître les actions menées sur le territoire, un programme d'action scientifique également. Et donc, nous avons de très beaux locaux que M. Sélénis a vus et qui peuvent tout à fait accueillir des événements, des manifestations que nous serions ravis d'organiser avec l'Observatoire de la parentalité. Merci. Merci beaucoup, Madame Barré. Effectivement, dès la première demi-heure d'entretien que nous avons eu, ça fait déjà quelques mois quand même, hein, oui, ça passe, hein. Madame Barré s'est montrée immédiatement très motivée, très intéressée par cet outil d'observatoire de la parentalité que je lui présentais. Et effectivement, nous travaillons à le mettre à votre disposition, renforcé par toutes les ressources documentaires que vous nous dites qui vous manquent, hein, de votre action. Alors, comment voyez-vous ça? Est-ce que vous auriez aimé effectivement pouvoir avoir accès aux ressources documentaires de la bibliothèque universitaire? Et est-ce que vous auriez aimé, quel usage auriez-vous aimé en faire? Nous aimerions comprendre ces questions-là, hein. Évidemment, on parle du domaine de la parentalité, hein. Bonjour. Alors, je suis éducatrice spécialisée en formation, en 3e année de formation. Donc, effectivement, des ressources qui toucheraient autour de la parentalité seraient clairement assez pertinentes. Je pense que pour la formation, pour le travail avec les familles que nous faisons en institution, voilà, pour avoir des données scientifiques, pour avoir des caractéristiques aussi des familles que vous avez rencontrées. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Bonjour. Et est-ce que le type de ressources qui vous intéressent sont plutôt des ressources à consulter sur place ou des ressources à consulter à distance? Quel est le dispositif qui correspondrait le mieux à vos attentes? Alors, dans le cadre de la formation, je pense que sur place, pouvoir se poser, travailler, relever ce qui pourrait m'intéresser. À distance, non, plus sur place, oui, vraiment sur place, pas voir. Mais effectivement, pouvoir. Alors, le but n'est pas de prélever vos informations, mais de pouvoir les utiliser, pouvoir retirer ce qui m'intéressait. Pas forcément les sortir du lieu, mais les consulter sur place. De toute façon, vous pouvez, en fait, nous, on donne effectivement accès sur place à l'ensemble des ouvrages qui sont en salle ou dans nos magasins. Il suffit d'en faire la demande pour obtenir ceux qui sont en magasin, mais on donne également accès à des ressources qui sont en ligne. Donc des ouvrages qui sont numérisés, en version numérique, et des revues qui sont aussi nativement numériques et donc que vous pouvez consulter à distance. Mais c'est un peu plus compliqué de donner l'accès à ces ressources à distance pour des lecteurs qui n'appartiennent pas à la communauté universitaire. C'est pour ça que je vous pose cette question. Sur place, c'est quelque chose de très simple et que nous faisons régulièrement. Et vous auriez aussi, donc si c'est l'idée de venir consulter sur place, la possibilité de profiter de nos locaux et d'utiliser nos salles de travail en groupe pour venir faire des formations ou avoir des échanges avec les personnes avec qui vous travaillez sur place. D'accord. Je vous remercie. Bonjour, je suis également stagiaire éducatrice spécialisée en 3e année. Moi, j'ai une autre vision de la chose. À distance, m'aurait arrangé, pas uniquement au niveau de la formation, mais comme je suis aussi représentant des parents d'élèves, pour pouvoir nous auto-former, pour pouvoir accompagner nos enfants au sein de l'école. C'est souvent, on fait des regroupements et ça aurait été bien pour tous les parents de pouvoir consulter à distance et accompagner selon les difficultés du moment. Oui, alors j'entends bien votre besoin. Alors c'est vrai que pour des questions économiques, pour nous, il est difficile d'étendre les accès aux ressources en ligne. C'est vraiment une question de budget, une question financière. Mais voilà, je note votre besoin et si jamais on a la possibilité d'y répondre, on le fera et on l'inscrira dans le cadre de la convention si elle advient. Merci. Je vous en prie. Et excusez-moi, puis-je poser encore une question? Et au niveau des thématiques,
des thématiques relativement à vos, voilà, à vos missions, aux actions que vous menez. Quelles sont les thématiques qui vous intéressent en particulier? Nous, on a des fonds en sociologie, en psychologie, on a des fonds évidemment sur l'éducation, sur les apprentissages, sur l'enfance, sur l'accessibilité, le handicap. Mais je ne sais pas dans quelle proportion voilà, tous ces thèmes peuvent vous intéresser et quels sont est-ce qu'il y a actuellement des sujets qui vous paraissent plus particulièrement liés aux actions que vous menez? Alors, dans le cadre de notre formation, c'est tous les sujets qui nous intéressent parce que tout est relié, la sociologie, les politiques sociales, tout est relié. Mais en ce qui me concerne, je suis actuellement en stage à la Maison France Service au CCAS de Saint-Joseph. Et il y a un sujet qui est pertinent au niveau de la parentalité, c'est la numérisation des services publics. Non seulement pour parce qu'en fait, les personnes qui ne savent pas utiliser les services publics, les parents qui ne savent pas utiliser les services numériques, ils subissent le non-accès aux droits, mais également il faut accompagner la parentalité sur l'utilisation d'Internet des enfants, comment protéger nos enfants sous tout ce qui est numérique, l'utilisation du portable la nuit, l'utilisation d'Internet et les protéger des sites qui ne leur sont pas dédiés. Et voilà, j'avoue que moi j'ai du mal à trouver des livres qui en parlent pour comment accompagner nos enfants et les parents sur la numérisation des services publics et plus généralement sur Internet. Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que c'était totalement hors champ par rapport aux premiers éléments que j'ai envoyés à M. Sélénis. Moi je ne l'avais pas du tout envisagé sous cet angle-là, mais nous avons dans nos collections des ouvrages et des publications qui touchent à ces questions de comment se protéger tout en utilisant les services numériques. Oui, c'est certain. Donc vous trouverez des ressources chez nous sur ces sujets. Pour compléter ce que ma collègue disait, tous les champs, tous les thèmes que vous avez cités sont des thèmes qui nous intéressent, en tout cas dans le cadre de formation ou même professionnellement. Le handicap, la sociologie, la psychologie du développement de l'enfant. Enfin, il est difficile d'enlever un de ces thèmes-là parce que c'est notre outil de travail. Tous ces thèmes-là sont des thèmes importants, je pense, en tout cas dans le cadre de notre travail. Très bien, très bien. Donc si encore une fois ce partenariat venait à se concrétiser, sachez qu'on est ouvert à l'idée de développer ces secteurs qui vous intéressent et intéressé par vos suggestions d'achat si nos collections n'étaient pas complètes et ne répondaient pas parfaitement à vos attentes. Alors, je voudrais juste rajouter aussi, alors moi je suis psychomotricienne de formation et c'est vrai que tout ce qui est neurosciences aussi serait intéressant pour appuyer justement les autres domaines que vous avez déjà évoqués. Très bien, je note également. Je sais qu'on a quelques petites choses, mais je ne sais pas non plus dans quelle ampleur. Mais je le note également. Je vous remercie. Oui, moi je vais parler en tant qu'acteur quotidien de la parentalité, en tant qu'adjoint chargé de l'éducation. Et très concrètement, en fait, nous avons plein de demandes de types variés. Alors, j'entends ce qui a été dit et je le partage tout à fait, cette question d'actualité qui est comment protéger, comment permettre aux enfants d'avoir accès aux écrans et à une autre forme de culture, tout en les protégeant des excès. Les problèmes que nous rencontrons dans notre commune sont très variés. Je vais en citer quelques-uns. Nous avons pour certaines familles besoin d'avoir des données sociologiques récentes, voire même actuelles, en tout cas collées le plus possible au présent, sachant que ça s'accélère, notamment on a vu des changements de forme familiale avec le Covid et la reprise entre guillemets normale de la vie sociale. On voit qu'il y a eu des impacts et donc les organisations familiales qui ont pu être dérangées, désorganisées, impactées. Donc ça peut concerner effectivement cette problématique particulière. En corollaire, nous avons des difficultés à identifier des familles de nouvelles familles qui seraient dans la précarité. Et nous avons décidé de travailler entre services pour trouver des indicateurs, même faibles, qui nous montreraient que certaines familles qui n'étaient pas connues
ont maintenant besoin d'aide. Et la difficulté, c'est à la fois une méthode et peut-être des indicateurs permettant d'avoir une petite chance de les identifier pour pouvoir les accompagner, les aider, les soutenir. Il y a une évolution, hein, c'est net. Bien sûr qu'il y a les familles qu'on connaît par la PMI, par le CCAS, par toutes les actions qu'on conduit traditionnellement, si je puis dire, et ça ne change pas, mais voilà, il y a cette nouvelle précarité, si je puis employer ce terme, qui nous pose problème en termes de réactivité. Après, je rejoins tout à fait les problématiques dans les familles peuvent être très variées. Vous citiez, mesdames, à juste titre, la question de la protection des enfants vis-à-vis des écrans. Nous avons des enfants qui n'ont pas de problèmes particuliers familiaux, mais leur problème, c'est d'être tout le temps collés sur les écrans. Alors, les écrans, c'est une chose en termes de santé, en termes de relations, mais ça peut être l'accès à tout et n'importe quoi, hein. Et ce qui touchait avant des élèves de collège, des adolescents, touche maintenant des élèves de l'école élémentaire. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont pas 10 ans qui sont sur TikTok. Voilà. Et quand on en parle aux parents, ils nous disent c'est pas possible. Ben, c'est dommage, on a confisqué le téléphone. Je ne parle pas en tant qu'élu, hein, je suis d'autres fonctions dans l'éducation nationale qui font qu'on est amené parfois à faire ce constat inquiétant en fait. Donc pour résumer, nous aurions aussi besoin de ressources. Alors je ne sais pas s'il y a des abonnements à des revues très... dans tous les domaines d'activité humaine, on a toujours des revues performantes qui sont à la pointe de l'actualité, non pas pour être à la mode, mais pour rendre le plus vite possible le meilleur service. J'imagine que dans ce domaine-là de la parentalité, il doit exister déjà des ressources qui permettrait à une commune, à ses services, aux agents, d'être bien et vite informés de toutes ces problématiques. Sachant, et puis ce sera ma dernière remarque, que l'Observatoire, et c'est sa volonté, me semble-t-il, va glaner des publics extrêmement variés. Donc en fait, il faut être en capacité, me semble-t-il, d'apporter à tous ces publics des ressources correspondant à leurs besoins qui sont bien évidemment évolutifs. Mais certains parents, intéressés par la parentalité et jouant leur rôle de parent comme n'importe quel parent ordinaire, peut avoir envie de creuser une question particulière parce qu'un problème se pose avec un des enfants ou son enfant a eu un problème avec un autre, etc. Donc cette variété des publics me semble être aussi une des variables qu'il faudra prendre en compte. Oui, c'est très important effectivement d'en avoir bien conscience, hein, et de chercher les éléments de réponse. Et Madame Barré et la bibliothèque universitaire vont nous accompagner dans ce sens-là, j'en suis certain. Alors, il y a des modalités concrètes, hein. On a parlé de sur place, à distance, d'accord. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que chaque semaine, vous irez à la bibliothèque universitaire emprunter des ouvrages? Ou bien est-ce que ça sera 3 fois par an, vous aurez besoin d'aller emprunter des ouvrages? Enfin, comment voyez-vous ça? Alors, encore une fois, je suis obligée de parler de mon cas, mais oui, je suis obligée de parler du fait que je suis en formation. Mais oui, c'est plus une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Enfin, en tout cas, c'est assez régulièrement en tant que professionnel. En tant que parent, c'est peut-être plus difficile de demander aux parents de venir une fois par semaine. Enfin, voilà, je pense que le rythme de la vie fait que même si le parent est intéressé, c'est difficile de se déplacer une fois par semaine. Donc, je pense qu'en tant que parent, une fois par mois, c'est plutôt bien. Et en tant que professionnel, le plus régulièrement possible. Vraiment, Si je peux me permettre, de toute façon, je pense qu'on peut aussi faire une expérimentation, une année d'essai. Nous, on est capable, grâce à notre système informatique, de produire des statistiques et de vous dire après, alors non, pas sur la consultation.
Si vous venez simplement consulter des ouvrages dans nos salles, c'est totalement libre et là, on n'aura pas de chiffres. Mais sur les emprunts, on est tout à fait capable de vous dire au terme d'une année ce que ça a représenté et vous pouvez aussi en tirer le bilan. Donc voilà, ça peut être assez souple et on peut considérer qu'à la faveur de la création de l'Observatoire, on se lance aussi dans une année expérimentale autour de la fourniture de ressources documentaires. Moi, j'ai une nouvelle question à vous poser, puisque c'est ouvert. En fait, Monsieur Métrel, j'aimerais bien qu'il prenne la parole, parce qu'en fait, dans le cadre de l'activité qu'il mène en direction du soutien aux enfants et aux parents, il a organisé, alors il va en parler mieux que moi, mais sont organisés régulièrement, dans le cadre de la commune, des conférences à destination des parents, avec des thématiques... je crois qu'il y a une dizaine de thématiques annuelles, à peu près, en gros une par mois. Des personnes ressources qui viennent développer des thématiques et engager l'échange avec les présents. Et je trouve que c'est un format qui présente l'intérêt de la proximité, puisqu'on va vers les personnes, en fait, et à la fois la question de l'actualité des sujets, et même de la thématique des sujets, qui finalement sont choisis par rapport à ce qu'on sent sur le terrain quotidiennement. Donc ma question, mais j'aimerais bien que vous puissiez développer rapidement, mais ma question, elle est, est-ce que dans le cadre d'une convention avec l'Observatoire, on pourrait imaginer, peut-être l'université le fait déjà dans d'autres domaines, des conférences de l'université, alors je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, ce serait votre affaire, mais qui permettraient d'avoir à la fois cette proximité avec les demandeurs, les acteurs, et puis cette qualité d'actualité qui peut être scientifique ou sociologique ou, etc. Est-ce que ça vaudrait le coup d'y réfléchir ? Donc, oui. Bonjour. Donc effectivement, une fois par mois, on organise ce qu'on appelle un rendez-vous des parents. Donc on a un psychologue en fait, qui traite d'un thème, surtout un thème lié à la scolarité. Donc par exemple, le prochain thème, c'est sur l'agressivité des enfants à l'école. Donc il expose sa thématique et après les parents posent des questions effectivement pour avoir des réponses. On n'a pas les... Donc le psychologue les oriente. Donc effectivement, par rapport à vos ouvrages, par rapport peut-être au thème, peut-être avoir une documentation à remettre aux parents à la fin des conférences pour qu'ils puissent partir avec quelque chose. Puisque des fois, le psychologue cite des auteurs, donc ça peut être bénéfique pour les parents qu'ils aient un petit document à la fin pour pouvoir partir. Parce qu'effectivement, ils posent des questions, puisque bon, comme on sait, c'est pas facile d'éduquer, surtout en ce temps ici. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions qui reviennent, notamment la violence, le harcèlement, aussi les écrans. Donc chaque année, on essaie de faire au moins 10 thèmes, et surtout des thèmes qui sont liés toujours en rapport avec l'école. Donc après, si les parents veulent repartir avec quelque chose, parce que c'est pas toujours évident de noter quand quelqu'un parle, donc ça peut être bénéfique pour nous dans le cadre de mes activités. Alors, à la bibliothèque, nous avons en fait l'habitude de faire des sélections documentaires chaque semaine sur un thème donné. Donc, si on imagine effectivement dans le cadre de cette convention inscrire tout ou partie des conférences que vous organisez, les organiser éventuellement sur le campus, dans les locaux de la bibliothèque, nous, on pourrait tout à fait mobiliser ces collègues qui travaillent sur ces sélections documentaires pour qu'ils fassent une sélection en relation avec le thème de la conférence et qui préparent une sorte de table de libraire pour accompagner la conférence. On pourrait également publier sur notre site web, comme on le fait régulièrement, des bibliographies tirées de ces sélections documentaires ou imprimer des bibliographies qui seraient remises aux participants à l'issue de la conférence. C'est tout à fait envisageable. Et alors, je vais compléter peut-être aussi. Donc, l'Université des Antilles possède également une bibliothèque numérique. Donc, en gros, une plateforme de ressources numérisées ou numériques qui, au début, est née avec l'idée de mettre à disposition sur le territoire des ouvrages anciens qui n'étaient pas disponibles, pas accessibles ici, et qu'on a fait numériser.
ou des ouvrages qui étaient disponibles ici sur le territoire, mais qui étaient éparpillés et qui méritaient d'être numérisés à titre de conservation, puisque voilà, la conservation sous les tropiques, ça n'est pas toujours évident, la conservation du papier. Donc cette bibliothèque numérique est née comme ça, et elle s'est étoffée, et elle accueille aujourd'hui des captations vidéo de conférences, réalisées le plus souvent à l'université, mais pas seulement, sur des thématiques liées à la Caraïbe, à la Guyane ou à l'Amazonie. Donc, voilà, il faut réfléchir aux modalités de financement de ces captations, évidemment, mais c'est une possibilité, si ça touche à des sujets qui concernent vraiment le territoire, de conserver la trace de ces conférences et de faire en sorte qu'elles deviennent à leur tour des outils pédagogiques, des outils de formation. À l'importance effectivement des ressources, hein. C'est-à-dire qu'avec le développement des technologies numériques, le fait d'être en bibliothèque, ça permet évidemment de mettre à distance la question du numérique. Et finalement, paradoxalement, les bibliothèques sont encore plus importantes qu'avant, parce qu'elles nous permettent effectivement de mettre à distance et permettre effectivement aux étudiants, aux enseignants, aux usagers, à n'importe qui, de pouvoir travailler effectivement sur des matériaux, sur des ouvrages. Et c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette distance avec les outils numériques, même s'ils sont évidemment importants par ailleurs. Et je pense que l'Observatoire de la parentalité va évidemment jouer un rôle important dans ce qu'on voit apparaître ici, c'est la question de la formation. Parce qu'effectivement, on le voit bien, mesdames, je crois qu'un enseignement, un cours sur voilà, la question de l'addiction au numérique, lorsqu'on est éducatrice, ça doit être un élément évidemment important. Donc je pense que vous allez contribuer à permettre à ces jeunes personnes de mettre à distance, de réussir, et là aussi c'est un élément fondamental, de discriminer. Parce qu'effectivement, la vérité, ce n'est pas une moyenne de ce qu'on peut voir sur Internet, non. Il y a des choses qui sont complètement fausses, il y a des choses qui sont absolument vraies. Et cette capacité effectivement à avoir ce regard critique, à mettre à distance, à faire un pas de côté, est un élément effectivement important qu'on va pouvoir faire évidemment grâce aux ressources, grâce à la question de la formation. Et donc là, vous voyez effectivement qu'on a vraiment un rapprochement d'acteurs qui vont effectivement concourir globalement à aller dans la bonne direction avec ces points qu'on vient de voir à l'instant. Une question peut-être, Madame, est-ce que vous envisagez, est-ce qu'il serait prévu d'être dans le plan qu'on appelle le plan université, bibliothèque ouverte, avec, vous savez, cette possibilité d'avoir des bibliothèques qui soient ouvertes le week-end et assez tardivement le soir, parce qu'effectivement, c'est aussi un élément important lorsqu'on est étudiant à Fort-de-France, au Crous, etc. Le fait de pouvoir aller en bibliothèque le week-end, par exemple, ça peut contribuer là aussi à la meilleure formation, et puis peut-être des parents ou des usagers qui le samedi après-midi, le week-end, éventuellement avec une semaine assez chargée, de pouvoir avoir un temps au sein de cet établissement. Et un dernier élément, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous faites, je ne le sais pas du tout, des actions, je dirais, de communication. Ça serait la semaine de la parentalité, en mettant en perspective, en exergue, en sortant les principaux ouvrages et en communiquant une semaine, 15 jours sur une thématique ou une autre, pour là aussi permettre à celles et ceux qui n'ont pas forcément conscience à la fois des ressources et de cette thématique, de se dire, tiens, ça peut être une question intéressante et importante, grâce à cette communication, à la présentation des ouvrages. Merci. Je vous remercie de la question concernant les horaires, puisque effectivement, je vous ai mis très peu de choses dans ma présentation concernant les modalités pratiques et l'amplitude horaire, l'amplitude d'ouverture de la bibliothèque. Nous avons, je pense, l'immense mérite dans cette bibliothèque d'être labellisée Noctambéus, c'est-à-dire d'avoir déjà une amplitude horaire qui est conséquente. On est ouvert toute la semaine de 7h30 à 19h. Du lundi au vendredi, 7h30, 19h sans interruption, c'est déjà assez remarquable quand on compare à d'autres institutions documentaires. Et on est également ouvert le samedi matin de 7h30 à 13h.
Alors, nous ne sommes pas ouverts ni le samedi après-midi ni le dimanche. Pour l'instant, ces discussions-là ne sont pas à l'ordre du jour, mais voilà, on a une possibilité d'ouverture donc en fin de journée qui peut éventuellement intéresser les personnes qui travailleraient toute la semaine sur des horaires de bureau, et puis le samedi matin de 7h30 à 13h. Concernant votre deuxième question, oui, nous participons à des semaines ou à des quinzaines autour de certaines thématiques. Et là, en l'occurrence, ce serait extrêmement intéressant. Et je pense que si il y avait lieu de monter ce type de semaine-là, il faudrait absolument mobiliser les collègues, à la fois les collègues au niveau de la bibliothèque, mais également les enseignants-chercheurs de l'INSPE pour essayer de monter une semaine de communication qui aille au-delà de la présentation d'ouvrages, mais qui est peut-être là aussi un petit programme de conférences ou d'ateliers de sensibilisation, de choses comme ça. Très bien, écoutez, tout le monde aura compris l'écoute attentive et active de la bibliothèque universitaire par rapport aux besoins qui pourraient s'exprimer. Donc, n'hésitez pas, nous sommes engagés dans cette direction-là avec vous, d'accord? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur cet aspect de la matinée, on va passer maintenant à la présentation d'un outil dont on a un peu parlé déjà mercredi à Saint-Pierre, je crois. Mais en fait, là, on va présenter plus systématiquement la Formatech. Alors, il y a une petite vidéo que M. Hockey va nous projeter là tout de suite, qui nous aidera dans la présentation de cet outil. Les facteurs de protection sont acquis avant le trauma, et le trauma n'est pas rare du tout dans une aventure humaine, c'est même assez fréquent. Donc on affronte le trauma, le fracas, la déchirure, avec ce qu'on était construit avant le trauma. Ce qui explique, comme on disait hier, ce qui explique l'étonnante inégalité des traumatismes. Il y en a qui affrontent des situations énormes et ils surmontent sans difficulté, et d'autres au contraire qui sont complètement fracassés par la mort du petit chat ou par un déménagement parfois. Donc c'est une question de transaction entre ce qu'on est au moment où l'impact arrive. Et c'est donc, il n'y a pas de causalité linéaire, comme on le dit souvent dans les théories de la résilience, dans les théories de l'attachement. On ne peut pas faire de causalité linéaire parce qu'on a chacun un développement et une histoire différente, et au moment où on est impacté par l'événement, on réagit différemment selon notre développement et notre histoire. Ce n'est pas la même chose. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont changé depuis cette dernière décennie, et justement les enjeux que nous allons évoquer, en tout cas c'est les perspectives aussi que j'interroge en tant que chercheur au-delà de la clinique que j'ai, c'est la mutation de notre culture. Et dans cette dernière décennie, notamment depuis les années 2000, et puis on pourrait même ajouter depuis les années 90 par rapport à la famille, beaucoup de choses sont en mutation. Et je vais utiliser un mot qui n'est pas péjoratif dans mon jargon, qui est le mot crise au sens grec, qui veut dire changement. Nous traversons depuis cette dernière décennie et un état qui est constitutif, qui n'est pas arrivé comme ça, qui s'est construit, et nous allons le voir, mais en tout cas qui est en totale mutation. Et la crise, pour moi, elle n'est pas péjorative, on va le voir aussi dans la question de l'ado, c'est elle signifie changement. Et en ce sens... je vais vous l'évoquer, les mutations qui se sont jouées, mais elles ont des répercussions sur les jeunes,
Et en tout cas, je voulais vous aborder la question de l'addictivité chez les adolescents. C'est une question, l'adolescence au sens large m'a toujours interrogé, passionné. Et à la fois, elle est aussi la réponse de notre culture et de notre civilisation. En ce sens, je vais avoir un discours qui va se décaler aussi d'un discours médical. Alors, je ne suis pas là pour... mais au sens où on va essayer de voir ensemble que la question de l'addictivité, ce n'est pas le toxico, ce n'est pas l'addict sorti de son contexte. Et qu'à un moment, en tout cas, je fais partie des personnes qui interrogent beaucoup la question du sens. Et je crois que nous traversons, en tout cas dans nos pays capitalistes, parce qu'on peut l'élargir à l'Europe et puis jusqu'aux États-Unis et au Canada, une crise du sens aussi pour certains, pas pour tous, mais aussi là où, dans cette crise du sens, beaucoup de jeunes se cherchent. Donc Goethe nous disait déjà, ce que tu as reçu de tes ancêtres, acquiert-le pour le procéder. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'acquérir ce qu'ont fait nos ancêtres pour posséder. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout d'abord, des définitions. C'est une introduction. Alors pour certains, ce sera une redite, mais on va quand même partir du présupposé qu'on doit tout voir. On va voir comment a évolué l'approche transgénérationnelle au fur et à mesure des années et des siècles. Et on va voir tout ce qu'on dit contre la psychogénéalogie, tout ce que les détracteurs en disent. Vous ayez un peu votre opinion là-dessus. Deuxième partie, on va voir réellement comment se passe un atelier en psychogénéalogie. Je vais vous parler de certains cas cliniques concrets. Et si vous en avez, vous pouvez les amener aussi, il ne faut pas hésiter. Je balayerai un peu la mythologie avec notre ami Oedipe, parce que même si c'est de la mythologie, même si c'est du théâtre, c'est intéressant de voir l'implication transgénérationnelle dans l'Oedipe. Et puis on va glisser vers l'intégration transgénérationnelle. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de donner une suite à juste la découverte de la psychogénéalogie, puis l'intégration transgénérationnelle. Ça finalise la totalité de la pratique. Je vous donnerai des sites internet et de la bibliographie. Il y a encore parmi nous beaucoup de gens qui pensent que quand un enfant se développe bien, c'est qu'il est de bonne qualité, et quand un enfant se développe mal, c'est qu'il est de mauvaise qualité. On parle de mauvaises herbes. Hein, les mauvaises herbes, ce qui idéologiquement implique une attitude. Les mauvaises herbes, on les arrache. Alors que si on se rend compte maintenant qu'il y a une épigenèse, c'est-à-dire que le milieu sculpte tout le temps non seulement le cerveau, mais même l'expression des gènes est totalement modifiée selon le milieu. Et qu'on travaille avec des biologistes, notamment Pierre Bustany, que Huguette et Jean-Pierre connaissent, qui est un grand nom de la neurobiologie internationale. Et Pierre Bustany nous montre comment même une bandelette, un chromosome, s'exprime différemment selon le milieu. Et que si un même chromosome, un même programme génétique va écrire des histoires totalement différentes selon le milieu, selon les pressions du milieu. Alors, moi je dis, c'est la bandelette génétique, c'est comme un alphabet. Avec très peu de lettres, on peut écrire des milliers de romans et faire des milliers de théories différentes. Donc un programme génétique, c'est un alphabet, mais c'est un alphabet encore plus simple que notre alphabet, et le milieu utilisant cet alphabet peut écrire un très grand nombre de romans différents. Parce que trop souvent, on cherche à les mettre de côté, on estime que c'est dérangeant, encombrant.
alors qu'en fait, c'est puissamment intéressant quand on en comprend bien les mécanismes, quand on en comprend bien l'objectif finalement. Ces émotions nous viennent non pas par hasard, elles nous viennent pour une raison bien précise. Alors on peut en faire une force. Et c'est important de ne pas les étouffer, mais davantage les accueillir. C'est ce que je vais m'employer aujourd'hui à essayer de vous démontrer, pour peut-être permettre que vous adhériez à l'idée et que vous puissiez mieux travailler sur vos propres émotions. Et donc je suis psychologue, je travaille au Centre Ego, qui est un centre d'accompagnement de personnes en difficulté psychique, mais tout venant. Donc ça peut être la personne qui éprouve une difficulté par rapport à son travail, à sa famille, ou de façon plus sérieuse, puisque nous avons 3 spécialités, confrontées à une problématique de deuil, aux problématiques de suicide, de troubles du comportement alimentaire ou de personnes ayant vécu un abus sexuel dans l'enfance et qui en éprouvent des effets douloureux à l'âge adulte. Donc l'addiction, c'est pour moi mettre une sensation à la place d'une émotion qui fait fracas, une émotion que l'on n'arrive pas à contrôler. L'addiction, c'est mettre une sensation même à la place d'une émotion liée à une relation. Et ça, c'est pareil, quand on comprend ça, eh bien, ça change le dispositif thérapeutique. Parce que, par exemple, je reçois beaucoup de boulimiques. Une boulimique, on le sent très vite que chez une boulimique, pas chez les anorexiques, parce que chez les anorexiques, il y a une lutte tellement grande dans l'hypercontrôle qu'elles arrivent à une perte de conscience émotionnelle. On a fait ce travail-là. Il y a presque une froideur qui arrive, oui, avec le temps, et une perte de conscience émotionnelle. Chez les boulimiques, il y a encore cette dynamique émotionnelle très forte, mais qui va être réactivée, par exemple, au cours du processus de l'entretien, mais ne jamais laisser partir une boulimique en fin de consultation si elle est encore dans ce fracas émotionnel. Oui. Donc là, on a des procédés pour retrouver un lieu sûr, pour retrouver un calme, faire un petit peu de détente psychocorporelle. Enfin, il y a différents procédés, au moins pour retrouver effectivement ce calme. Et vous voyez, là, on a effectivement ce qu'on peut dire sur le plan biologique, le hold-up du détournement des systèmes de contrôle de plaisir médiés par la dopamine. Un jour, un patient m'avait dit « Ah oui, la dopamine, je vois bien ce que vous voulez dire, docteur, c'est la dope. » Non, non, enfin, c'est pas exactement ça. Je lui ai dit « Mais ça parle bien. » Voilà. Alors, quand on parlait de maladie addictive, parce que là, je pourrais faire juste un petit arrêt. Tout le monde aujourd'hui, que vous preniez ça par le bout de la lorgnette des États-Unis ou de l'Europe occidentale, le 19e siècle, par exemple, l'alcoolisme, c'était quoi? C'était l'ivrognerie, le vice, le péché, vous êtes d'accord? Il a fallu attendre 1950 avec Pierre Fouquet pour qu'on commence à parler, par exemple, de maladie alcoolique. Et aujourd'hui, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette dynamique, entre guillemets, de maladie alcoolique, vous dites oui, oui, mais aujourd'hui c'est une maladie, on sait bien que c'est une maladie. Ah oui, alors moi je suis prêt à vous interroger tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Déjà, il faut poser la question simple. Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Allez-y. Deuxième voyage offert par l'Université de Mons. C'est quand même votre métier, hein, vous êtes dans le suivi des gens, vous êtes des soignants pour beaucoup, et de toute façon à l'approche de la maladie. Qu'est-ce que c'est une maladie? Dysfonctionnement, c'est déjà une réponse bien élaborée, c'est bien. Souvent, ce qu'on me répond, c'est la perte de la santé, ce qui n'est pas faux. Mais qu'est-ce que c'est que la santé? C'est quoi la santé? Vous avez appris ça quand même, hein? Alors voilà, la santé, définition de l'OMS des années 40, un état de bien-être, de parfait bien-être total, moral et social. Ça fait beaucoup de malades, hein, je veux dire, parce que alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, levez le doigt, qui sont dans un parfait état de bien-être physique, moral et social? Levez le doigt. Elle l'a levé puis elle a arrêté, parce qu'elle a dit oui, mais ça ne dure pas longtemps. Vous voyez, toc. C'est une définition de toxicomane, ce truc. Il y a à peu près recensé 400 et quelques formes de thérapie brève, qu'il y en a qui apparaissent chaque décennie. Donc quand on parle de thérapie brève, il faut finalement savoir exactement de quoi on parle, parce qu'on a des thérapies brèves qui sont très opposées dans les principes, dans les méthodes et dans les conceptions de la guérison.
Et donc ici, j'ai divisé un peu cette matinée en 2 temps. La première partie, je vais faire un petit tour d'horizon des principales thérapies brèves. Je vais être très rapide, très succinct, mais tout ça va me permettre aussi de donner quelques sources de la thérapie brève orientée solution que je développerai dans la deuxième partie. Alors, je développerai à la fois l'esprit, l'arrière-plan, théorique, philosophique même, et puis après, je présenterai les outils principaux de la thérapie brève orientée solution. Donc, nous allons évoquer une question qui est la question du stress, qui est à la mode aujourd'hui. Je dis à la mode parce qu'on va évoquer la question de la gestion du stress et qui est évolutive, c'est-à-dire que je l'ai nommé du stress à l'angoisse parce que de quoi parle-t-on et qu'est-ce qui fait qu'on va basculer du stress vers l'angoisse? Donc, ça va être important de parler pendant ce temps de l'évolution sémantique des mots et aussi de l'importance de la gérer et je dirais aussi les différentes manières de gérer, là où je reviendrai sur l'évolution aussi de la société, sur cette question du stress, voire de l'angoisse et d'une manière aussi de gérer les choses qui peut être en regard de la clinique et des exemples que j'essaierai de prendre pour étayer un peu les apports, de voir qu'il y a peut-être différentes manières et qu'il n'y a pas qu'une vérité telle que l'expose aujourd'hui la société. Alors ce matin, je vous propose une réflexion sur la résilience et l'interculturalité, puisque nous, êtres humains, on ne peut pas vivre ailleurs que dans notre culture, étant donné qu'on sait maintenant neurologiquement qu'un bébé qui n'est pas entouré par une niche affective, sensorielle et par une culture n'a aucune chance de se développer biologiquement. Et cette phrase-là peut vous paraître banale, mais en fait, c'est l'esprit opposé à Descartes, puisque je viens de vous proposer l'idée que la culture, l'affectivité et la culture sculptent le cerveau du bébé. Alors que quand, il y a quelques décennies, on disait que le cerveau était dans la boîte crânienne coupée de son contexte, et aujourd'hui on dit exactement le contraire, c'est-à-dire que la manière d'entourer un bébé au cours des premiers mois de sa vie, dans l'utérus et après sa naissance, bien avant la parole, la structure familiale qui est autour de lui et la structure culturelle qui est autour de lui font des pressions sur le cerveau en voie de développement et sculptent le cerveau. Le cerveau est la conséquence de la niche affective et des récits qui entourent le bébé. Donc, vous avez eu quelques extraits de la Formatec. Alors, nous avons en ligne le professeur Jean-Pierre Proutois, à qui je vais passer la parole. Mais avant de la lui passer, bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Ah, ton micro est fermé apparemment. Non? On ne t'entend pas. C'est dommage parce qu'il est ouvert. Ah, d'accord. C'est bon Alors, maintenant. C'est bon, parfait. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Voilà. Je voudrais dire un mot rapide et peut-être ensuite demander à Charles, si on veut plus de détails, de donner un aperçu de la Formatec comme il l'a très bien fait il y a quelques jours. Mais mon intervention première me paraît importante parce que ce que j'entends dans la discussion d'aujourd'hui est tout à fait passionnant et augure bien d'un avenir très positif. Alors, je voudrais d'abord faire une observation sur la Formatec. La Formatec a deux fonctions. Une fonction informative, c'est celle que vous venez de voir. Il y a plus de 300 séminaires qui ont été enregistrés
Et donc, on vous donnera un aperçu des différents secteurs dans lesquels ces séminaires vont se loger. Mais il y a une deuxième fonction de l'informatech qui est tout à fait nouvelle pour la Martinique, puisque on a eu un premier cas il y a quelques jours, c'est-à-dire une fonction de formation, donc information, formation. Formation, ça veut dire qu'en Martinique, Charles m'a transmis une demande d'un organisme et d'une personne qui voulait travailler sur la question de la sexualité des jeunes adolescents. Eh bien, nous avons réceptionné la question et nous avons immédiatement cherché un des meilleurs experts sur la question. Et immédiatement, nous l'avons enregistré et nous avons transmis cette première conférence à Charles et à la personne qui le souhaitait. Cet expert a traité la sexualité pathologique. Nous allons lui demander maintenant de traiter la sexualité de développement. Bref, c'est vous dire que voilà la grande nouveauté. Si en Martinique, à l'université, Madame Barrette, les étudiants, les professionnels, les parents, toute question qui intéresse, qui émane du terrain, qui émane du chercheur, qui émane du doctorant, qui émane du professionnel, et qui l'intéresse, et pour laquelle tout à l'heure, une personne est intervenue en disant qu'elle avait évidemment, qu'elle est à la recherche de certaines informations par rapport à son problème, par rapport donc à son sujet de travail. Eh bien, si vous nous transmettez cette problématique, il est dans notre rôle de travailler, de la prendre en compte et de la programmer dans nos formations et donc de chercher le meilleur expert pour traiter la question et de vous la transmettre et ensuite même d'interagir avec le formateur. C'est notre rôle. Donc, en résumé, l'informatech est informative. Vous choisissez des informations que vous pouvez d'ailleurs donc obtenir et suivre à domicile. L'informatech est formative. Vous avez un problème de travail. Vous voulez rencontrer un des meilleurs experts sur la question. Vous prenez contact via l'Observatoire de la parentalité qui vient vers nous et nous nous chargeons de trouver cet expert et d'enregistrer le séminaire, un séminaire. Donc, en résumé, c'est la fonction même de l'informatech depuis ses débuts, qui remonte à plus de 25 ans, où l'objectif de l'informatech, c'est de prendre en compte des problèmes nouveaux que la société rencontre. Tout à l'heure, on parlait de l'addiction aux écrans. Eh bien, il y a déjà des séminaires chez nous qui sont enregistrés sur la question. Et pour vous dire que la deuxième fonction formative, donc l'informative, nous sommes aussi actuellement en connexion avec le Québec et avec Montréal, avec une plateforme internationale qui nous transmet les problématiques qui sont rencontrées par des chercheurs, des doctorants à travers le monde francophone et nous en tenons compte pour programmer nos activités qui viennent enrichir l'informatech. Donc, voilà, ça c'est un élément très important, c'est un double face à l'informatech. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Et ensuite, vous savoir qu'on peut très bien, via l'Observatoire de la parentalité, en partenariat avec la bibliothèque universitaire de la Martinique, travailler en partenariat et alimenter à côté des ouvrages qui sont évidemment toujours un élément important de la formation, mais on peut également aussi travailler avec en visioconférence et à domicile et à distance en interactivité avec les chercheurs. Pour terminer, l'informatech a une fonction interactive qui n'a jusqu'à présent pas été soulignée suffisamment. C'est un fait nouveau, c'est tout à fait nouveau. Nous voulons nous rapprocher du désir de travail, de recherche de l'étudiant, du parent, du professionnel, du chercheur, du doctorant, pour pouvoir alors le rencontrer et lui fournir un produit. Produit, évidemment, c'est notre rôle de travailler, de le chercher, de lui proposer, d'en discuter, d'interagir avec lui et de poursuivre ainsi le chemin. Voilà pour votre première intervention. Si vous avez d'autres commentaires, je suis à votre disposition. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, juste pour signaler qu'il y a grosso modo 3 grands axes dans l'informatech. Une formatech psychosociale, psychosocio-éducative, une formatech pédagogique
et une formathèque culturelle. Donc ces trois grands axes-là regroupent plusieurs dizaines à chaque fois de ressources informatives, formatives sur les sujets pédagogiques, culturels ou psychosocio-éducatifs. D'accord? Donc, l'expérience a été faite. Bon, j'ai été contacté récemment par quelqu'un qui cherchait des ressources en termes de sexualité et on a pu avoir la réponse très rapide de Jean-Pierre Courtois qui a proposé tout de suite non seulement une ressource existante, mais en plus il a même programmé une formation spéciale là-dessus. À l'horaire de la Martinique, s'il vous plaît. On peut faire mieux. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, la Formathèque a passé convention avec l'Observatoire de la parentalité. Et dans ce cadre-là, toute personne de Martinique, je dis bien toute personne, peut avoir accès gratuitement aux ressources de la Formathèque. D'accord? Vous allez sur le site formathèque.be et vous avez accès au catalogue. Et là, vous faites votre choix de ressources que vous voulez consulter, étudier, etc. Et vous le faites gratuitement. Sur le site, vous verrez aussi qu'il y a des formations qui sont organisées. Par exemple, il y a un programme de formation en cours jusqu'en décembre. Il y en aura un nouveau à partir de janvier. Vous avez accès aussi gratuitement à tout ce programme de formation. Lorsque vous voyez le catalogue des formations, vous voyez des tarifs très modestes, vraiment 10, 20 euros. Si vous avez envie de soutenir la SBL, alors la SBL, c'est Association sans but lucratif de l'univers de éducation et famille, et que vous voulez payer, ça vous regarde. Ils ne vont pas vous refuser. Mais sinon, vous y avez accès gratuitement. D'accord? De par la convention passée avec l'Observatoire de la parentalité. C'est valable pour vos étudiants, Madame Barré, aux enseignants, au personnel, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. C'est valable pour les enseignants et autres de l'éducation nationale. C'est valable, mesdames en formation pour vous, mesdames les professionnels pour vous, monsieur du service, c'est valable pour vous aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, d'accord? Nous avons trop de difficultés de façon générale d'accès à l'information et à la formation, éloignés que nous sommes de la plupart des grands sites de formation en Martinique. Donc, pour ne pas hésiter à utiliser cette ressource-là. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur l'aspect Formathèque? Il nous reste un quart d'heure à peu près. On veut vous parler de deux autres ressources. Donc, j'espère. Alors, nos amis extérieurs, mais tellement impliqués dans l'Observatoire de la parentalité, je pense qu'on va vous faire une carte de nationalité martiniquaise assez facilement pour que vous puissiez avoir accès. D'accord? Voilà. Oui, j'ai une petite question pour Monsieur Courtois. Je suis curieuse, donc j'aurais voulu savoir comment était né le projet de Formathèque. Et ensuite, dire simplement que je trouve que c'est effectivement un très bel outil, une base assez incroyable de connaissances. Et donc, on sera très content d'en faire la promotion à l'université sur notre site web et sur nos canaux et nos réseaux. Merci pour la question. Elle est tout à fait pour nous importante. Alors, la Formathèque est née dans les années 95, 1995, lorsque la région du Hainaut en Belgique était reconnue en grande difficulté économique et sociale. Et à partir de ce moment-là, les fonds sociaux européens ont déclaré cette région en difficulté. Et donc, les responsables politiques ont voulu développer des soutiens auprès de la population d'une part en difficulté. Cette population en difficulté était suivie par des professionnels
aussi bien de psychologues, de thérapeutes, de médecins, mais aussi étant en contact avec des enseignants, enfin bref, toute la société elle-même. Et donc, c'est à ce moment-là que les responsables se sont tournés vers l'université en nous disant, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider, à nous éclairer, en tout cas, dans un premier temps, dans une phase non informative, certes, mais une information qui correspond aux problématiques que rencontrent les gens du Hainaut. Et donc, nous avons remis un projet au Fonds social européen, signalant que nous voulions prendre en compte les problématiques nouvelles, celles qui ne sont pas encore enseignées dans les hautes écoles ou dans les universités, et de nous focaliser donc sur l'actualité. Dans cette actualité, donc, il y avait tous les problèmes qui naissaient au niveau des adolescents, au niveau du travail. Vous avez vu des illustrations tantôt, le dégât que provoque le stress, le problème du suicide. En Belgique, nous avons un très grave problème de suicide chez les jeunes. Bref, notre rôle de responsable, donc, je dispose d'une équipe. Et cette équipe s'est mise à la recherche en questionnant les différents acteurs professionnels de terrain, y compris des gens de terrain, de simples parents, pour prendre connaissance des problématiques pour lesquelles ils n'avaient pas de réponse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais appel à vous pour vous dire que cette fonction-là, nous continuons de l'exercer. Donc, il ne faut pas hésiter, via l'Observatoire de la parentalité, de nous faire venir vers nous des problématiques récentes pour lesquelles vous ne trouvez pas d'informations nouvelles. Notre rôle, c'est de chercher à travers l'Europe et même les États-Unis et surtout le Canada et le Québec en particulier, l'Europe occidentale en tout cas, les meilleurs experts. Nous avons un réseau d'experts à disposition et parfois c'est même plusieurs experts que nous consultons, que contactons et qui nous proposent des séminaires. Et voilà, et comme ça nous progressons. Mais j'insiste beaucoup sur l'actualité d'aujourd'hui et qui nous engage pour l'avenir. Il faut que les outils d'information soient également des outils de formation. Et donc, il faut se rapprocher des réalités de terrain. Il faut se rapprocher du désir d'étude, de savoir. Il faut donc se rapprocher là des capacités qui sont, qu'on ne trouve pas, disons, des informations qu'on ne trouve pas, des problématiques nouvelles qui échappent d'ailleurs à beaucoup de gens parce que on est sous le coup de l'émotion, sous le coup du fracas. Et donc, c'est aussi notre rôle de nous présenter des situations critiques. Par exemple, l'addiction aux écrans de tout à l'heure, c'est un sujet qui ne nous a pas échappé. Voilà, moralité, il y a un aspect psychosocial et éducatif, il y a un aspect pédagogique, on n'a pas beaucoup parlé, mais Philippe Mérieux fait partie aussi responsable de l'informatique, ainsi que Boris Cyrulnik. Il y a une troisième dimension qui est peut-être la plus négligée, celle de la culture. Nos professionnels, comme nos parents, le rapport à la culture est un rapport absolument nécessaire au développement humain. Et donc là aussi, nous avons, demain, je pense que demain, on vous montrera des capsules qui font partie, qui traitent d'une question de psychopédagogie, de développement et d'émancipation, elles font partie de la culture. Voilà, en gros, voilà ce qui s'est produit, voilà ce qui se produit, voilà ce que nous mettons entre les mains. Nous avons actuellement, dans le monde entier, plus de 15 000 utilisateurs de nos produits. Alors, c'est pour cela que maintenant, pour la Martinique, cet instrument est à votre disposition. Utilisez-le, venez vers nous, posez-nous les pires questions, et bien, on interagira avec vous. Et tout d'abord, on vous remerciera de nous interpeller. C'est notre rôle de faire face aux questions impossibles, et c'est notre rôle de trouver des solutions, car, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et c'est notre rôle de les trouver. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors pour terminer peut-être sur le sujet, mais très provisoirement, il faut savoir qu'il y a la possibilité pour les personnes qui utilisent Formatec, il y a la possibilité de se voir délivrer une attestation ou bien une certification. Alors, si vous travaillez, la Formatec est orientée action. Hein. Bon, c'est bien beau, la culture générale, etc. Ok, mais la fonction essentielle, c'est aussi de nous accompagner dans notre action. Et vous avez la possibilité, en étudiant
un thème en lien avec votre pratique ou expérience professionnelle, vous avez la possibilité de produire un petit mémoire et à ce moment-là, il est lu et commenté par le professeur Poutois et son équipe. Et à ce moment-là, ils peuvent vous délivrer une attestation de l'association Éducation et Famille sur laquelle vous avez fait tel travail, etc. Si vous consultez trois ressources, en lien avec votre activité professionnelle et autour d'une question qui vous a interpellé, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous voir délivrer une certification de l'association Éducation et Famille après avoir produit votre mémoire, il est un peu plus conséquent. D'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment. Et puis, Jean-Pierre est très ouvert à l'innovation. La Formatech, concrètement, il a répondu à une demande qu'on a exprimée. Bon, j'étais en réunion un jour à Mons, dans le locaux, et je vois toute une collection de DVD. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, comme il vous a expliqué, ce sont des séminaires qu'on a fait, et puis on les a enregistrés, et puis de temps en temps, il y a des gens qui passent, et puis qui voient ça, et puis qui achètent un DVD, etc. Bon. Je dis, mais attends, mais c'est une mine d'or qui est là. Mais nous, en Martinique, on en a besoin. Comment tu pourrais faire pour mettre ça à notre disposition? Et hop, il a créé la Formatech. Donc, ils donnent l'accès en ligne à ces ressources-là maintenant. Donc, vous pouvez avoir d'autres idées, parce qu'il n'y a que des solutions, comme il a dit, et donc proposez vos solutions. D'accord? Alors, on va passer maintenant à deux autres ressources. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et on va passer maintenant à deux autres ressources. La première, c'est l'APA. Alors, l'APA, c'est l'Association francophone de psychologie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Olivier va nous mettre le site. Voilà. Et donc, c'est une association qui est présidée par la professeure Agnès Florin. Agnès est intervenue mardi, vous vous souvenez, sur le thème de la qualité de vie de l'enfant. Et sur le site et dans les activités de l'APA, nous trouvons des choses intéressantes. Qui a parlé de numérique, vous voyez, il y a un webinaire gratuit de l'APA sur la question du numérique, d'accord? Accès aux écrans, etc. Donc, là, c'est ce refus scolaire anxieux qu'on prend à intervenir. Vous aviez, il y a une semaine, un webinaire, si je me souviens bien, sur les écrans. Alors, sur le site, vous allez pouvoir découvrir des formations APA. Donc, il y a un programme de formation, ça s'adresse davantage aux professionnels, n'est-ce pas? Et donc, vous avez la possibilité, effectivement, de suivre ces formations-là. Bon. Mais vous avez aussi, alors on retourne en arrière, vous avez aussi des webinaires et des colloques, journées d'études, etc. Bon. Donc là, il y en a qui viendront le jeudi 8 décembre, par exemple, accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent. Bon. Ou bien le 1er décembre, enfance et violence conjugale. OK? Et vous avez toute une série de webinaires qui ont déjà eu lieu aussi, dont le replay est accessible. D'accord? Et puis, bon, l'APA fait également de la recherche-action. Mais là, c'est déjà un peu plus pointu. Donc là, un rapport sur l'évaluation psychologique de l'enfant et de l'adolescent en situation de handicap. Voilà. Et vous avez accès aussi à la médiathèque de l'APA. Voilà. Où là, vous avez toute une série de replays, de webinaires, etc. D'accord? Donc là, vous avez accès gratuitement à beaucoup de ressources
et parfois à des formations payantes. D'accord? Bon. Dans le cas, justement, entrez, mesdames, dans le cas, justement, du besoin qu'il y avait en matière de sexualité, que s'est-il passé? Alors, on a eu double réponse. On a une réponse de Jean-Pierre Bourtois, qui nous a proposé une ressource, c'était en l'occurrence un webinaire de Nicolas Sajus, que vous avez vu dans la vidéo de présentation. Et puis, Agnès Lorrain, elle, du côté de l'APA, nous a proposé une ressource de vulgarisation à ce moment-là. Donc, la première ressource était plutôt destinée aux professionnels, aux encadrants d'une démarche en direction de public sur le thème de la sexualité. Et puis, la deuxième démarche, c'était carrément une ressource de vulgarisation. D'accord? Donc, conservez précieusement cette référence-là. Deuxième référence, c'est l'Institut des troubles d'apprentissage du Québec. Alors, Olivier nous la met, voilà. L'Institut des troubles d'apprentissage, basé à Montréal. Donc, cet institut auquel contribue François Richer, vous avez assisté à la conférence de François, c'était jeudi, c'est ça? C'est bien ça, jeudi matin, ici même. Hein, voilà. Et il est membre du conseil d'administration de l'Institut des troubles d'apprentissage. Et donc, là aussi, vous allez trouver un certain nombre de ressources. Alors, en haut, on a ressources et outils. Voilà. Donc, on peut regarder ressources et outils. Voilà. Formation et conférences. Réseau des écoles inclusives. Bon, ça est professionnel. Alors, il y a des outils et des ressources pour les professionnels. Il y a des formations et des conférences. Alors, on va regarder formations et conférences, par exemple. Voilà. Et là, vous avez dyslexie et dysorthographie chez les élèves, la dyspraxie verbale et le trouble de développement en coordination, etc. D'accord? Donc, vous avez toute une série de catégories à gauche, là, les catégories avec les différentes modalités d'accès selon le niveau de scolarité, selon le public concerné, etc., etc. D'accord? Donc, pour vous-même, acteurs du soutien à la parentalité, comme éventuellement pour les gens qui fréquentent vos activités, vous pouvez trouver là des ressources intéressantes. Là aussi, François Richer et la directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage sont très attentifs aux demandes que nous pourrions émettre.